Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Alors ce soir, petit comité puisque c'est finalement un tête-à-tête entre toi et moi, Varam. Salut Varam. Salut Mirko, salut les gars, salut tout le monde. Voilà, j'espère que tu as passé un bon week-end, Varam, et puis que tu seras inspiré, puisque c'est juste toi et moi qui allons animer les discussions ce soir. Alors, qui dit petit comité dit aussi petit programme. Cette fois, on n'a pas d'invité, et puis on vous a pas concocté de rubrique spéciale. On va juste se contenter de parler du match du week-end qui nous a opposé au FC Schaffhouse du côté de la Performance Arena. Et puis, on va aussi, bien évidemment, parler un peu de notre prochain match qui nous opposera à l'AC Bellinzone. Voilà, Bavaram, on va se mettre tout de suite au travail. Alors, ce vendredi, comme je le disais, Neuchâtel Xamax s'est déplacé du côté de la Performance Arena pour y affronter le FC Schaffhouse. Au briefing, la semaine dernière, on était à mi-chemin entre pas confiant et confiant. Pas confiant parce que c'est un déplacement qui est jamais facile du côté de Schaffhouse et puis on était sur une trend pas tellement bonne, même si on avait stoppé l'hémorragie contre Vaduz. Mais en même temps, on était confiant parce que le FC Schaffhouse, depuis le début de la saison, c'est une équipe non seulement qui nous réussit bien, mais qui réussit bien pratiquement à l'ensemble de la ligue, hein. Ils étaient derniers, non, ils n'étaient pas derniers, mais enfin, ils étaient dans le bas de classement. Et puis, c'est cette vérité-là voilà, qui a continué, puisque Neuchâtel Xamax s'est imposé sur le score de 4-2. Donc, nous, comme d'habitude, nos réactions. Donc, on a Thomas qui nous dit enfin, il faut faire une longue série maintenant. Béatrice qui nous dit oh putain, enfin, un phénix ne meurt jamais. Alors, pour cette réaction, si jamais, selon la légende, Béatrice, c'est pas que les phénix sont immortels, c'est que les phénix, ils renaissent de leurs cendres quand ils meurent. Donc, c'est pas tout à fait juste de dire que le phénix ne meurt jamais. Il meurt, mais il renaît de ses cendres. On a Lucas qui nous dit enfin, mais bon, ça ne s'est toujours pas joué complètement ensemble. On reviendra peut-être sur ce point-là dans le débriefing ou à la fin du débriefing. Bahram. Osvaldo, on lui fait un petit coucou. Il n'est pas là ce soir, qui nous dit on a gagné un match de football. Sam est pas là non plus. On lui fait aussi un petit coucou. Il nous dit le bonheur existe bel et bien. Oni qui nous dit faudrait-il remplacer le gardien par un question Alder puis Eisenhout? Alors ça m'a fait bien rire cette remarque-là. Et puis comme elle va de pair avec une autre remarque, je viendrai plus tard. On développera ce point-là aussi. Loris qui nous dit merci, j'ai enfin pu porter fièrement mon maillot dans le bar du village. Alès qui nous dit ça fait longtemps, un bon week-end s'annonce avec des petits cœurs rouges et noirs. Sowat qui nous dit et si on donnait sa chance à Anthony Mossi, vu qu'on a quand même deux commentaires qui vont dans ce sens-là, on va débattre aussi un peu de cette question-là en fin de débriefing. Varam. Eliano qui nous dit une équipe enfin soudée, le premier but est juste un peu bête, mais le reste est nickel. Et Alain qui nous dit ça requinque le moral des supporters et des joueurs. Varham, j'imagine que toi, à la fin du match, un gros sentiment de soulagement quand même après cette victoire. Oui, parce qu'elle manquait quand même depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs matchs. Et puis bah, on était simplement d'embarquer dans un trend très négatif. D'autant plus qu'on restait sur un match nul qui avait certes stoppé l'hémorragie, mais le contenu était assez catastrophique, je dirais même cataclysmique. Ouais, Donc c'est vrai que compte tenu du résultat et partiellement de ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, on peut être ce soir un peu plus soulagé. ouais. Alors, on était le 21 février, ce vendredi, mais le premier quart d'heure du match de vendredi avait un arrière-goût de 25 décembre, avec les deux équipes qui se sont échangées deux cadeaux, hein. On va pas se cacher, le début de match a été animé parce que il y a eu des deux erreurs individuelles qui ont amené les buts. Alors, si la première, elle a été commise par Degrassa, hein, le défenseur central de Chafouz, qui a fait tout simplement une relance catastrophique sur l'ouverture du score. Tu te souviens de ce but? Tu peux un peu en parler?
Oui, alors effectivement, donc De Grassa qui au passage a passé vraiment une soirée, j'aurais pas voulu être à sa place puisque, il a vraiment passé une soirée, pour le moins, cauchemardesque, le pauvre. Donc effectivement, donc une relance catastrophique et puis, je crois que c'est Cabral, qui récupère et qui Mhm. glisse, en profondeur à De Massay qui fait un je crois que c'est De Massay, hein, si je C'est dis des pas de Maasai bêtises. sur le côté, ouais, tout à Voilà, fait. ouais, donc qui fait un très bon appel sur, le côté. Et puis un centre, et puis là, si je dis pas des bêtises, c'est un défenseur chafouzois qui arrive pas en fait à dégager, la balle qui revient sur Cabral, et puis Cabral qui fusille le pauvre gardien chafouzois pour le 1-0. Donc voilà, donc on a mérité d'un cadeau, mais faut-il encore les mettre au fond quand on nous fait des cadeaux? Et là, ça a Ouais. été le cas. Ouais, parce que par rapport au deuxième, c'est un plus petit cadeau dans le sens où, en fait, De Grassa, au moment où il fait son erreur, il est quasi au milieu de terrain, hein. Quand Cabral récupère le C'est ça. ballon, c'est pratiquement au milieu de terrain, donc il fallait encore aller au bout. Alors, ça part déjà d'une belle perforation, hein, de Cabral qui avance, je pense facilement 30, 40 mètres balle au pied avant de décaler des Massai. Et puis en fait, ouais, c'est Moulay, hein, qui se jette le premier sur le ballon. Il n'arrive pas à contrôler, mais Cabral qui est plus prompt que Deniti et puis les deux défenseurs, je sais plus qui c'était, Chafouzois qui était encore dans les parages pour glisser le ballon au bon endroit. Voilà, Cabral qui marque déjà son quatrième but de la saison, hein, c'est pas mal pour un joueur dont le poste est censé être latéral droit, même si là il évoluait comme depuis le début avec Breza plutôt en tant que milieu droite. Mais voilà, des bonnes stats pour Euclides Cabral et puis un bon sens du but sur cette ouverture du score. On va pas dire qu'elle tombait comme un fruit mûr parce que les deux équipes avaient été assez timides jusqu'à cette erreur. Mais voilà, une belle action de Xamax voilà, qui a dû voilà, quand même bien mettre en confiance l'équipe. Et puis, malheureusement, les 5 minutes, on le dit souvent, tu aimes aussi le dire, hein, Varam, les 5 minutes qui suivent après avoir marqué un but sont très importantes. Et puis voilà, malheureusement, on a, je dirais encore une fois, pris un but très rapidement après avoir en inscrit un. Alors, ce but, évidemment, on va pas se cacher, hein, il porte surtout le sceau d'Edin Omeragic, qui fait une faute de bras assez net. Ce tir de Seiler, c'était pas non plus une mine, si vous me passez l'expression. Mais on va aussi quand même un peu pointer du doigt le comportement de la droite de notre défense sur ce but, Varane. Et les Chafouzois se sont un peu baladés quand même. Oui, alors effectivement, donc c'est vrai que nous, avant le match, on n'était pas très convaincus de la position de Brian Soro qui, dans l'axe de la défense, fait souvent le taf, fait bien le job. Mais c'est vrai qu'à droite, il est un peu plus dans le dur et on voit que c'est quand même un latéral droit qui est au fait adapté, hein, que c'est un central. Donc Mhm, effectivement, et d'ailleurs, le coach a rectifié le tir, à la mi-temps en faisant coulisser donc, Cabral à son poste, naturel de latéral droit et en faisant rentrer, Ben Seguir, donc, il a remis Toiti sur l'aile avec Ben Seguir en 10, voilà, pour être complet. Mais c'est vrai que on peut pas s'improviser latéral. Et puis effectivement, ça demande du placement et puis une pointe de vitesse que je pense que Soro n'a pas. Voilà, donc mhm. je pense effectivement que si on pouvait ne plus revoir Soro latéral droit, ça serait bien pour nous, mais ça serait aussi bien pour lui parce que je pense que c'est le mettre en difficulté et un jeune a besoin d'avoir de la confiance et c'est bien qu'il joue dans un poste où il se sent à l'aise. Et effectivement, on a vu qu'il était assez emprunté dans cette position-là. Mhm. Alors, je voulais y venir peut-être un petit peu plus tard, mais du coup, tu en parles, donc je vais directement embrayer là-dessus. Brian Soro, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Il a d'énormes qualités, il a un énorme potentiel aussi, mais ses qualités et son potentiel sont plutôt celles d'un défenseur central, hein. Il est athlétique, il est bon de la tête, il est pas maladroit non plus à la relance en soi. On voit que Il est dans très des bon. qualités plus d'un latéral où il faut être au marquage, mais et dans les qualités offensives d'un latéral, c'est pas sa position. Il n'a pas pu non plus voilà monter et puis des fois dédoubler avec Cabral qui était son pendant au milieu du terrain à droite.
Donc, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas sur ce poste-là qu'on exprime mieux ses qualités. Et au contraire, si il dispute des matchs et puis qu'il sort parce que le coach n'est pas content de sa prestation, ça risque plus de brider sa confiance que de lui en donner. Donc, voilà. Malheureusement pour lui, maintenant, la défense centrale, c'est renforcé, hein, on a maintenant 5 défenseurs centraux de métier, hein, en comptant Lavri Maïrolaou, Yohan Epito, Ismaël Sidibé, Niklas Gunnarsson et donc lui-même, Brian Soro. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus la bonne option. Et puis, dans la situation avec la blessure de Michael Gonçalves, hein, c'est vraiment cette blessure-là qui demande à Anthony Breza d'improviser un peu. Alors, il aime bien les qualités offensives de Euclides Cabral, et nous aussi, hein, je crois qu'il a fait le travail en tant que milieu droite. Mais quand il est le seul latéral droit, on va dire, valide de l'équipe, il doit jouer à ce poste-là. C'est clair on s'affaiblit offensivement sur le côté et puis on s'affaiblit aussi défensivement en faisant jouer un défenseur central qui a des qualités de défenseur central sur un poste de latéral. Pour en revenir à ce but, on voit c'est une longue balle en cloche de Leniani et puis Karim Rossi qui prend un peu le dessus sur Aïroula. Oui, il fait une remise de la tête et là, en fait, malheureusement, Briani Soro, il n'est pas du tout au contact de Zailer. Non seulement il n'est pas au contact de Zailer, mais en plus il est derrière lui. Donc ça veut dire que le joueur, Exactement. il Mhm. arrive lancé et puis il a une autoroute devant lui. S'il n'est pas au contact, il doit au moins être entre Sailer et Omeragic. Mais là, il est beaucoup Oui. trop décalé sur le côté. Il se laisse aspirer en fait par le jeu en triangle. Leniani qui met sur le centre, remise de la tête. Et puis là, ben, Sailer, il fait un bel appel, mais c'est clair que Soro, il est malheureusement pour lui pas au bon endroit. Sailer fait un bon contrôle. Après, il se décale peut-être un petit peu. On s'est dit, ouais, il s'est enfermé. Omeragic prend bien l'angle, il a de l'envergure aussi, hein, Omeragic avec sa taille. Et puis Seiler fait une frappe assez moyenne, mais malheureusement Omeragic, ben ça c'est la faute à Jean-Michel Pas comme tu dirais, Varane. Non seulement il la renvoie, mais en plus il la renvoie au pire endroit. Il aurait pu la renvoyer devant, il aurait pu la renvoyer à côté, mais il la renvoie dans le coin du filet. Parce que même s'il l'a renvoyé au milieu du but, je pense que Gunnarsson arrivait peut-être encore à intervenir, mais là, elle est malheureusement Oui. imprenable. Et puis c'est un but malheureux. Et on s'est dit, oulala, si les équipes se font des cadeaux comme ça, on va partir sur des grosses bases sur ce match-là. Et voilà, le reste de la première mi-temps, honnêtement, il y a eu. Alors, on va quand même mentionner deux, trois choses, hein. Déjà, on va mentionner le fait que Edin Omeragic s'est très très bien rattrapé. Je sais plus à laquelle minute c'était, ça devait être autour de la demi-heure de jeu, je crois. Peut-être même un petit peu C'est ça, ouais. plus. Ouais, non, c'est ça. C'était à la demi-heure de jeu. Et là, Meragic se rattrape bien sur une tête de Rossi. Alors, il y a deux choses. Il y a une tête un peu molle, mais malgré le fait que la tête était un peu molle, Meragic fait un super arrêt à la main quand même. Oui, donc là, c'est clairement en fait un arrêt réflexe. Donc c'est effectivement un de ces centres assez tendus avec un rebond vraiment sur le but. On a Rossi qui se jette et puis là, bah, il faut en fait, il faut être là. Un arrêt réflexe et puis Domeragic fait vraiment un super arrêt et il se reprend effectivement de cette faute de main qu'il a fait 20 minutes avant. Et donc, si on va au vestiaire sur ce score d'égalité, c'est en grande partie grâce à lui, parce que là, on a frôlé, comme on dit, la correctionnelle, parce que c'était vraiment une grosse, grosse, grosse occasion. Et évidemment, si on rejoint le vestiaire sur le score de 2-1, c'est plus le même match, quoi. Non, non, c'est plus le même match. On va aussi mentionner une belle frappe de Toati à la 36e. Ouais, une frappe assez soudaine, hein, dont Hussein a parfois le secret. C'est un joueur qui a vraiment pas besoin d'énormément d'espace pour adresser des frappes. Et puis là, ben, Deniti a été attentif, hein, parce que il aurait pu se faire surprendre. La frappe était assez lointaine et assez soudaine. Donc, je pense qu'elle passait sous la barre si le gardien n'intervenait pas, mais sinon, assez peu de choses. C'est assez logiquement que les deux équipes arrivent sur un score nul à la mi-temps.
À la mi-temps, Varane, on se disait quand même que si l'équipe élevait un peu son niveau de jeu, il y avait quand même moyen de faire quelque chose contre ce Chafouz-là. Alors l'inverse était aussi vrai pour Chafouz, hein, mais honnêtement et objectivement, on croyait plus à la capacité à Xamax à élever le jeu qu'à Chafouz. Non, mais clairement, après, ben voilà, on sait que Chafou, c'est une équipe qui est en proie au fait au doute. On sait qu'ils ont des problèmes sportifs, mais également extra-sportifs. Donc, on sait que ça peut peser aussi sur l'équipe. Et puis, bah, simplement, quand on compare les 2 effectifs, je pense qu'il n'y Mhm. a pas photo. Malgré notre saison plus qu'en dents de scie et assez, décevante, on a quand même de la qualité dans notre effectif et puis effectivement, à ce moment-là, on se dit que, si on arrive à donner peut-être le 30-40-50% de plus, eh bien, on aurait pu se créer des occasions et marquer des buts et c'est ce qui s'est passé. Mhm. Oui, parce que tu l'as mentionné avant, le changement, le remplacement de Briani Soro par Salim Ben Seguir, il a eu trois conséquences directes, hein. La première, c'était donc le repositionnement de Cabral en tant que latéral droite. Ben Seguir, il a remplacé Soro, mais sur le terrain, il a remplacé Touati, hein, dans l'axe au milieu du C'est ça, terrain, comme en tant que milieu tout offensif, à fait. ce qui a entraîné le coulissement d'Hussein Touati sur le côté droite, troisième conséquence. Et puis, c'était un pari gagnant. Alors, Cabral, c'est peut-être pas celui des trois qu'on a le plus vu en deuxième mi-temps en soi, mais voilà, on a personnellement, et je sais que c'est aussi ton cas, Varam, on a beaucoup aimé l'apport de Ben Seguir en tant que numéro 10, et puis surtout Hussein Touati, qui a été beaucoup plus à son affaire sur le côté que dans l'axe. Il n'avait pas fait une mauvaise première mi-temps, hein, on soit loin de là, mais il a été excellent vraiment en tant qu'ailier droit en deuxième mi-temps. Oui, bah, c'était un peu la il y a quelques mois, on se posait la question de cette position un peu de 9,5-10 pour, Toiti. On partait du principe que, de par sa qualité technique quand même supérieure et sa vision de jeu, que c'était possible. Maintenant, je pense que c'est plus on est plus dans de l'ordre tactique. Je pense qu'il est moins à l'aise, parce que quand on joue dans cette, position-là, il faut trouver les bons positionnements, il faut décrocher ce qu'il faut réussir à jouer entre les lignes. Et je suis pas sûr qu'il affectionne ça et je suis pas sûr qu'il soit aussi à l'aise parce que on voit dès qu'il est sur la droite, il a ses points de repère à lui et il est beaucoup plus dangereux et puis il amène cette créativité, cette touche technique. Mais effectivement, moi je trouve qu'il est beaucoup plus performant en fait à droite et il amène beaucoup plus. Et puis Ben Seguir, lui, il a amené ce qu'il faut, il a percuté, il a essayé de jouer en triangle, il a décroché aussi, il allait aussi bien à droite, aussi bien à gauche. Donc effectivement, j'ai trouvé que cette rocade était particulièrement réussie et je pense que ça nous a amené un plus et c'est l'une des raisons, ce n'est pas la seule évidemment, mais c'est l'une des raisons qui a fait que en deuxième mi-temps, on s'est, représenté, enfin on s'est présenté avec un niveau de jeu qui était quand même 2-3 échelons au-dessus par rapport à ce qu'on a montré pendant les 45 premières minutes. Ouais, et puis c'est pas un hasard non plus si l'Iridon Moulay et Shelkim Demassay, qui eux ont gardé les positions sur le terrain identiques par rapport à la première mi-temps, ont livré aussi une deuxième mi-temps beaucoup plus solide, avec beaucoup plus d'activité, hein, quand même pour eux. Alors même si le match s'est finalement presque un peu débloqué sur un penalty, hein, mais on sentait quand même que Xamax était gentiment en train de prendre l'ascendant et voilà, on était beaucoup plus proche d'un deuxième but des visiteurs que d'un deuxième but des locaux de Chafouz. Donc voilà, un penalty indiscutable, hein, avec une passe en retrait, peut-être un tout petit peu écrasé de l'Eridon Moulay. Le ballon arrive dans les pieds de Fabio Saez qui après un contrôle, tente de reprendre. Je sais plus s'il le prend direct ou s'il contrôle. Moi, il me semble que non, il Moi, je frappe dirais direct. direct. Ouais, ouais, il prend direct du Ouais. pied gauche et puis le ballon touche le bras de Roy Gelmi. Voilà.
penalty indiscutable. Je crois que les joueurs de Chafouz ont protesté, on va dire, voilà, parce qu'il faut protester quand on encaisse un penalty, mais ils n'ont pas protesté plus que ça. Et même les spectateurs ont pas trop râlé en regardant après les images directement sur leur télé, puisque le match était retransmis sur Blue Zoom. Et puis, ça va nous permettre aussi de parler de notre superbe tireur de penalty, à savoir Kenan Fatkic. Varham, on peut vraiment le dire, Kenan Fatkic, c'est un excellent tireur de penalty. Enfin, depuis qu'il Oui, est à Neuchâtel, il n'en a pas raté un. Donc déjà, ça en fait effectivement. un excellent tireur de penalty. Mais techniquement, c'est un régal à regarder, ces penalties de Kenan Fatkic. Oui, oui, alors c'est notre spécialiste maison, hein. Effectivement, comme tu l'as bien dit, il en a pas raté un. Et il y a aussi cette faculté de quasiment systématiquement de prendre le gardien à contre-pied. Donc, force est de constater que, effectivement, il a une exécution qui est parfaite. Et puis, alors, il n'est pas dans ses pas des élans Hmm, saccadés, arrêtés. Voilà, c'est un autre genre, mais c'est toujours très propre. C'est toujours bien placé, avec la bonne puissance. Et puis, c'est vrai que c'est quasiment on va dire, une assurance tout risque, hein, mhm. quand il se présente sur le point de penalty. Mais c'est vrai que c'est vraiment agréable de savoir que, enfin, c'est à mon avis très 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 important dans un monde où en plus il y a de plus en plus de penalty justement à cause de ses fautes de main et de ses légers contacts, parce qu'à l'époque, pour avoir un penalty, il fallait une faute flagrante. Aujourd'hui, bah, on en a de plus en plus, donc c'est de plus en plus important aussi d'avoir un artificier maison qui soit vraiment spécialiste. Et nous, on a la chance d'avoir effectivement d'avoir Fat Kitsch qui est vraiment fait un sniper, quoi. Ouais, effectivement, pas de fioriture avec ses petits pas d'élan. Et puis, on a l'impression qu'il sait où il veut la mettre. Enfin, il prend pas de risque, c'est-à-dire qu'il essaye pas forcément de viser la lucarne. Il sait que rater, c'est des fois aussi compliqué parce que le gardien peut intervenir du pied. Et il les met très souvent quand même sur un côté, mais presque dans le petit filet, j'ai envie de dire, donc dans les zones où c'est les plus difficiles à aller chercher pour un gardien. J'ai quand même l'impression, Varane, de tête comme ça, qu'il affectionne beaucoup tirer sur le côté droite pour lui, donc gauche pour le Oui, gardien. Faudrait aller revoir un peu les images. À mon avis, il en a plus tiré de oui, ce côté que, en tout cas, à Lausanne, il l'avait transformé aussi de ce côté. Mais, oui, euh, mais effectivement. peu importe, même si le gardien plonge du bon côté, la frappe, elle est tellement sèche elle est difficile à arrêter. Même si le gardien la touche, il peut peut-être que la renvoyer dans le but. Donc voilà, on a vraiment un joueur qui sait tirer des pénaltys, tout simplement. Il y a pas besoin de varier. Et puis quand on a vu ce que Moulay il avait fait en match de préparation, où il avait tiré une petite panenka un peu molle, on se dit que voilà, Fatic n'a pas trop de soucis à se faire sur se faire voler cette position de tireur de penalty. Donc on est très confiant. Alors le gardien peut toujours faire un arrêt magnifique, mais on est quand même relativement confiant quand Fatic prend le ballon pour frapper un penalty. Donc voilà, 2-1 pour Xamax, c'était entièrement mérité à ce moment-là du match. Et puis, bah, cette fois, pas de problématique d'égalisation après, tout de suite après le but. Au contraire, Varane, c'est Xamax qui enfonce le clou et de quelle manière, quel but de Demassai, mais surtout quelle passe de Hussein Touati sur ce 3-1. Oui, alors effectivement, bah, ça a été, je pense, le but de la soirée, je crois qu'on peut le dire, hein. Ouais, alors le, Donc, le- le deuxième but de Chafouz, il vaut aussi le détour, hein, mais on oui, viendra il est après. beau, il est Ouais, beau, c'est vrai, il est beau. Il est beau, c'est vrai. Alors, on va dire que le but de Chafous, c'est plus, on va dire, un exploit ouais. individuel. Là, il y a quand même, on va dire, Toiti et puis Demassai qui nous ont régalé. Donc, effectivement, donc, il y a une longue balle. Et là, c'est vrai que le latéral gauche de Chafous se fait prendre un peu bêtement. Il se fait avoir par la trajectoire de la balle. Toiti donc hérite de la balle et puis alors là il fait un extérieur du pied exceptionnel, il centre magnifique et puis là bah, c'est De Massai qui la reprend directement avec un espèce de d'extérieur du pied. Donc voilà, donc d'un côté bah, on a toute la classe de Toiti, hein, qui est justement dans cette position-là excelle, hein, justement sur la droite excentrée. Et puis Demassai avec son geste de buteur, le geste est propre, la balle finit au fond.
Parce que les gens croient Mhm. que c'est simple, mais je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens qui l'enverraient au cinquième anneau, 50 mètres au-dessus. Mais là, il arrive vraiment en fait à rabattre la balle avec ce petit extérieur du pied. Et aussi, si, le fait de l'avoir repris du pied droit, de l'extérieur du pied, au fait, ça surprend le gardien parce que Totalement. là, au fait, le gardien pense que tu vas faire un plat du pied gauche et au fait, il anticipe, ce qui fait que le gardien, en fait, se fait complètement cramer la politesse. Ouais. Et donc, c'est un grand geste d'attaquant et c'est un but qui fait beaucoup de bien puisque Demassay n'avait pas marqué depuis longtemps et il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de miracle. On sait que les attaquants fonctionnent à la confiance et il en avait peut-être un peu moins ces temps et ça va lui faire beaucoup de bien. Effectivement, moi, sur le direct, je me suis dit, oh là là, est-ce que Touati va centrer du pied droit? Je pense que Hussein, il s'est posé, j'ai pas eu l'occasion de lui en parler, mais il s'est posé lui-même la question, mais il a décidé finalement de faire confiance à son pied gauche. Alors, il a un pied gauche magique, hein, on le sait, mais elle n'était pas facile cette passe, même pour un gaucher du pied gauche. Il prenait un risque avec le pied gauche. Il fallait vraiment la mettre dévissée parfaitement. La passe, elle est juste parfaite. Et puis, comme Ah tu le oui, disais, des Maasai, alors il y a le petit surplus de réussite puisque le ballon passe entre les jambes du gardien remplaçant. On a oublié de dire qu'il est rentré à la mi-temps, hein, le jeune Rutigliano qui disputait ses premières minutes en Challenge League. Il a malheureusement pas pour lui passé une très bonne soirée. Et puis le petit plus de réussite, mais il voulait totalement prendre le gardien à contre-pied, hein, ça c'est voulu. Donc c'est ça. voilà, ça vient récompenser une superbe action de la part des Xamaxiens. Et puis alors des Maasai, on l'a vu buteur sur cette action et cette fois et ensuite on l'a vu passeur sur le 4-1 sur le but de Moulay. Alors Varane, c'est avant tout une belle action d'équipe, hein, sur le côté gauche avec la complicité, si je me trompe pas, il y a Fakinetti, Ben Seguir qui ont touché le ballon, mais quel vista de Demassay. C'est un régal d'avoir franchement un attaquant, un avant-centre comme ça qui est capable de finir les actions, mais qui est aussi capable de lancer les ailiers dans la profondeur comme ça. Cette passe décisive, elle est magnifique. Et puis la Oui, finition de bah, c'est Moulay, vrai il est qu'on tout a, autant. on a souvent loué ces qualités-là aussi parce que c'est pas juste un mec qui marque des buts, mais c'est un attaquant qui est total. C'est un attaquant qui est très 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 moderne. Ça veut dire que il décroche, il dézone, hein, parce que à l'époque l'attaquant faisait la carotte dans les 16 mètres. Euh, pour reprendre en fait une expression vintage, mais c'est vrai que lui c'est vraiment un attaquant qui est moderne, il est mobile, il décroche, il joue en déviation, il dévie, quelquefois c'est presque un 9,5, Mhm, c'est presque un meneur de jeu, mais je dirais aussi que sur cette action, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la prise de balle de Moulay, parce que dans son langage corporel, on voit clairement que quand il prend la balle puis qu'il demande le relais, je ne sais pas comment le dire, mais on sent qu'il a envie de marquer et qu'il va la mettre au fond. Parce que mhm, ce qui est très 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 important aussi, c'est je pense que ce type de joueur nous manquait à nous. C'est-à-dire c'est un mec qui vraiment a cette grinta et cette détermination. Et là, rien que quand il prend la balle et qu'il demande ce relais, bah, dans sa posture, on sent qu'il va aller au bout et qu'il va faire mal, mhm. directement. Et là, on le voit, une, deux, il prend la balle, et puis là, c'est la frappe sèche, on discute pas, il n'y a De pas son de je la mauvais mets pied, 50. hein. Voilà, ouais, ouais, puis c'est pas je la mets 50 mètres au-dessus ou je tire en force sur le gardien, c'est non, non, je la place. Vraiment, elle est parfaite, petit filet. Et puis, voilà, je pense que Moulay, c'est le type de joueur qui nous manquait, c'est cette grinta, c'est cette détermination. Et moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette action, c'est vraiment cette prise de risque, c'est vraiment d'aller au bout et cette attitude. Voilà, parce que je trouve que on a souvent manqué, enfin moi j'ai souvent, on va dire, entre guillemets, pointé du doigt l'attitude des fois que je trouvais un peu olé olé, on va dire ça comme ça. Mais là, vraiment, on a vraiment senti grinta, détermination, il allait au bout. Et j'ai vraiment apprécié ça, quoi. Mhm. Effectivement, 4-1 à la 80e minute, 79e pour être précis.
voilà, on sentait quand même à ce moment-là, Varane, qu'il pouvait plus rien arriver. En tout cas, ce but scellait la victoire xamaxienne. On savait pas encore sur quel score, mais voilà, Chafouz était beaucoup trop inoffensif. Et quand ils essayaient d'être un peu plus offensifs, ben ils étaient maladroits. Donc voilà, on va juste quand même adresser nos félicitations à Stéphane Zeiler, hein, qui est du coup auteur d'un doublé ce soir. Alors, si sur le premier but, il a pu compter sur la complicité fortuite d'Edin Omeragic, ce but-là, il le doit à personne. Le coup franc, il est parfait. Alors, tu as regardé les images après coup ou bien? Oui, oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Ouais, Alors, si on est un poil tatillon, ouais, vraiment un poil, elle est pas si parfaite que ça, hein, quand on voit la vision de derrière le but. Elle est quand même, moi je pensais qu'il l'avait vraiment mise dans la lucarne. Elle est pas tout à fait dans la lucarne, mais bon, on va rien lui enlever. Elle est quand même magnifique. Même pour un gardien avec l'envergure de Meragic, elle était très très dure à aller chercher parce que la frappe, elle était sèche, mais pas trop. Et puis surtout, elle avait un magnifique effet un peu flottant. Elle est redescendue très vite hein, tout à après fait, avoir passé le mur xamaxien. Donc, euh, donc voilà, c'était un joli but qui scelle le score final et un gros ouf de soulagement. Déjà au coup de sifflet final chez tous les Xamaxiens, vous l'avez aussi entendu dans nos interviews du coach Anthony Breza et puis de Fabio Saiz. On va lui faire une petite dédicace à Fabio. Vous l'avez vu sur les réseaux aussi de Xamax. Il disputait son centième match dans le football professionnel avec Xamax. Alors, il n'a pas marqué Fabio, mais il a quand même pu fêter avec une victoire. Il était quand même très satisfait de la victoire, mais aussi de l'attitude générale de l'équipe en deuxième mi-temps. On partage totalement les analyses qui ont été faites. L'équipe a montré un très beau visage en deuxième mi-temps et puis il y a de quoi bâtir. Alors on va peut-être justement réagir aux premiers propos qu'on voulait réagir. C'était les propos de Lucas hein, qui nous disait que l'équipe ne sait toujours pas jouer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Varham? Est-ce que la deuxième mi-temps, on a joué vraiment ensemble ou on a pu compter sur des fulgurances de nos joueurs offensifs? C'est quoi un petit peu ta vision là-dessus, là autour, sur cette question? disons que je suis assez partagé parce que je pense que d'un côté, Chafouz a un peu baissé d'intensité, nous on a augmenté en intensité et que notre qualité technique supérieure est venue quand même, enfin, a au fait émergé. On a vu quelques mouvements intéressants. Mais comme on l'a dit ces derniers mois, même avec Forte quand on gagnait, c'était pas toujours constant et c'était surtout des fulgurances. Et je pense que c'est une équipe en construction qui n'a pas encore sa propre identité. C'est encore une équipe, à mon avis, qui se cherche. Notamment parce que, à mon avis, euh, pour construire quelque chose et avoir une véritable identité, ça c'est souvent les grands entraîneurs qui le disent, il faut toujours que ça passe par une défense solide. Or, on ne l'a pas encore. Et ça, je pense que si on veut vraiment construire une identité, puis vraiment jouer en équipe, de faire des matchs aboutis, vraiment de la première à la dernière seconde, il faut trouver cette identité d'équipe qui passe par, on va dire, une défense sécure. Et là, sur ce point-là, je pense honnêtement, je reviens avec ça, mais je pense que ce 4-4-2 ou ce 4-2-3-1 n'apporte pas assez, à mon avis, de stabilité et d'équilibre et de filtre au fait au milieu. Parce que défendre, c'est pas uniquement les quatre défenseurs et le gardien, mais c'est le bloc équipe. Et moi, je Mhm, pense que cette équipe a besoin d'avoir beaucoup plus d'équilibre au fait au milieu. Et c'est pour ça que, et ça fait d'un moment que je le dis, mais on va dire qu'avant, on n'avait peut-être pas l'effectif, mais maintenant, je pense qu'on l'a pour jouer en 4-3-3. Et moi, je verrais bien un milieu, au fait, en triangle avec une pointe basse qui serait Fat Kitsch ou bien Bamba, mais plutôt Fat Kitsch. On va dire un métronome qui va construire le jeu, dicter le rythme, qui va vraiment être ouais, une sorte de, on va dire, de métronome qui joue en 6. Et à côté, je verrais bien deux relayeurs, deux 8, qui vont être des box to box. Et là, je verrais bien Size. Et
Arras qu'on a pris. Et je pense que là, ça mènerait un autre équilibre, aussi bien offensif que défensif. Et puis après, ben Mhm, voilà, je pense que on peut mettre un Toiti à droite, on peut mettre à gauche, on peut mettre Ben Seguir, on peut mettre Moulay, et puis devant une pointe. Et je pense que ce 4-3-3, au fait, apporterait beaucoup plus d'équilibre à l'équipe, et c'est vraiment ce qu'on a besoin pour construire quelque chose et jouer en équipe. C'est vraiment trouver cet équilibre-là qu'on n'a pas encore, à mon avis, trouvé. mhm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, du coup, t'es pas d'accord avec Lucas parce que tu trouves d'un côté que offensivement, ça quand même, on a créé de belles choses en équipe, même il y a un ou deux gestes exceptionnels. Mais si on prend les grandes équipes, qui ont été fortes collectivement. On louait, je prends l'exemple du grand Barça de l'époque. Alors oui, il y avait une force collective, mais qui comptait aussi de temps en temps sur les fulgurances d'un Messi, d'un Neymar, Ah, bah, c'est sûr. d'un Suarez à l'époque. Il y a aussi, enfin, les grandes équipes sont faites par la force du collectif, mais aussi par la force des individualités. Et comment l'individualité se met au service du collectif. Mais d'un point de vue défensif, il y a encore effectivement des progrès à faire dans la capacité à venir en défense. Alors j'aimerais un petit peu compléter ce que tu dis parce que l'assise de base que peuvent amener les défenseurs dans les duels aériens, des choses comme ça, j'ai beaucoup aimé. C'était un peu l'attente, hein. On avait eu Gunnarsson, mais Vaduz n'avait pas été trop incisif. Là, Schaffhouse, ils ont été maladroits, mais ils ont quand même essayé et on a vu que Gunnarsson, dans les airs, c'est quand même un profil très intéressant, hein. Il a quasiment pris tous les ballons qui sont venus sur sa tête dans le duel. Et puis, les têtes, il les mettait pas n'importe où, hein. Il essayait toujours de relancer s'il pouvait sur le côté, plutôt à gauche sur Fakinetti, puisqu'il évoluait plutôt côté gauche de la défense centrale. Et ou sinon, il les renvoyait plus en avant. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est aussi un joueur qui va pouvoir nous être très précieux sur cette deuxième partie de championnat, Varane. Oui, oui, non, non, alors ça c'est sûr. Et puis, on va dire que son charisme, parce que on sent que c'est un défenseur qui amène une stabilité, qui il replace les mecs, il gueule quand il faut gueuler. Enfin voilà, je pense qu'il nous manquait une figure comme ça, au fait, qui est un joueur d'expérience, qui a du vécu et qui surtout pilote derrière, au fait. Derrière, c'est lui qui, au fait, tire au fait l'équipe. C'est ce qu'on appelle un leader défensif. Malheureusement, en début de saison, il y en avait pas, et là maintenant en fait on en a un, et puis on le sent directement, même si on prend 2 goals, effectivement, mais on sent que derrière on est quand même de beaucoup plus serein, même si c'est pas encore ça, hein, mais Ouais, effectivement il nous manquait un patron. Purement ouais. et simplement, il nous manquait un boss. Et lui, je pense qu'il a vraiment ce profil-là. C'est un joueur qui a quand même une grande expérience. Il a joué en première division norvégienne, en première division suédoise. Il a aussi joué en Super League, même il a moins joué, mais il a quand même joué. Et puis voilà, c'est un défenseur qui est pas là pour faire du spectacle. Il est là pour gagner ses duels. Il est là pour placer les mecs, replacer les mecs. Et puis c'est aussi le mec, quand il faut poser un tacle, il pose un tacle. Quand il faut l'envoyer en tribune, il l'envoie en fait en tribune. Il n'y a pas de fioriture. Et ça fait beaucoup de bien Mhm. à une défense. Et je pense que si en plus on amenait justement, peut-être, si on densifiait un tout petit peu plus notre milieu, je pense qu'on serait encore plus solide. Ouais. Je vais revenir sur les deux buts que tu mentionnes. On a souvent mentionné justement le fait qu'on prenait très souvent les mêmes buts. Les deux buts de vendredi, ils étaient très loin des profils de buts qu'on a pris tout au long de la saison. Le premier vient sur une erreur du gardien. Le deuxième, c'est un magnifique coup franc. 9 fois sur 10, il la met pas aussi bien. On va dire ça comme ça. Donc, on est loin des buts pris en transition ou alors des situations où la défense est un peu large et puis laisse beaucoup de place aux attaquants adverses, hein. Il y a eu cette situation-là sur le magnifique arrêt de Meragic, hein. Rossi s'est trouvé seul en position isolée de manière un peu suspecte quand même. Il y avait personne à son marquage. Ça n'a pas eu de conséquences.
Mais on sent quand même que sur ces 2 matchs, en tout cas, ce genre de situation-là, c'est raréfié. Mais ce qu'on a dit la semaine dernière, on peut le répéter pour cette semaine. On attend de voir ça à l'épreuve d'une équipe un petit peu plus solide offensivement. On en parlera peut-être dans le briefing du match. En même temps, on a l'impression aussi que des fois, on a pris beaucoup de buts contre des attaques qui sont pas forcément très impressionnantes. J'ai trouvé qu'à part Toon et Haro, les restes des attaques de la ligue, c'était pas non plus des foudres. Ouais, il y a Carouge aussi quand même qui a une belle attaque, mais sinon, c'était pas des foudres de guerre en attaque les autres équipes. Mais pourtant, ils arrivaient quand même à nous passer minimum de buts. Donc, euh, donc voilà, on se réjouit peut-être de voir ça à d'autres matchs et puis de voir si dans la continuité on arrive à offrir des performances défensives plus solides. Le point de progression encore, je pense, Bahram, c'est aussi des fois de raccourcir un petit peu les lignes. Les milieux de terrain, c'est des fois un rôle un petit peu ingrat parce qu'ils doivent assurer la transition offensive, ils doivent donner du soutien aux joueurs offensifs, mais ils doivent aussi donner du soutien aux joueurs défensifs. On avait des fois l'impression que dans certaines phases encore, il y avait des fois un grand écart entre Saez et Fatkic et le reste de la défense. Et puis Chafouz n'en a pas profité, mais il y a une équipe à l'aise dans la transition comme ça, entre les lignes, comme l'avait été Carouge, ça peut encore faire des dégâts. Donc il y a beaucoup de progression aussi à faire, je pense, à ce niveau-là. Ça n'a pas eu de conséquences ce vendredi parce qu'on le dit, on le répète, Chafouz est une équipe en crise. Je crois on peut clairement, on a évoqué le terme pour nous, mais eux, ils le sont peut-être. C'est d'autant plus actuel pour Chafouz. On le disait la semaine dernière, en plus des problèmes sportifs, il y a aussi pas mal de problèmes extra-sportifs. Les joueurs ne savent pas s'ils vont encore évoluer en Challenge League l'année prochaine. Est-ce que ce sera une relégation sur le terrain? Est-ce que c'est une relégation administrative? Mais voilà, Xamax a fait le travail contre une équipe en crise. On s'était souvent, comme tu disais, on spécialisé pour relancer les équipes en crise. Vendredi, heureusement, ça n'a pas été le cas, Varane. Non, effectivement. Donc, Effectivement, c'est vrai que voilà quoi, c'était un match, dangereux parce qu'on sait jamais vraiment avec ces équipes où il y a des crises, assez profondes. On sait jamais vraiment est-ce qu'ils vont arriver, la tête baissée? Est-ce que ça va être le sursaut d'orgueil? On ne le sait jamais, donc c'est des matchs qui sont, complexes. Mais voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, on en a fait un peu plus et mhm. puis, les buts sont quand même tombés assez, rapidement et puis, ben, voilà, une équipe qui doute, bah, voilà, tu leur mets le deuxième, troisième et puis après bon, bah, le match est plus ou moins plié et après tu as même la place pour en mettre encore un, quoi. Ouais. Et puis, Anthony Breza, vous l'avez entendu dans notre interview, il a demandé aux joueurs de rien lâcher, de rien leur donner. Et l'équipe a écouté. Alors, Chafouz n'a pas pu créer, mais on leur a rien donné non plus parce qu'on a eu des fois des phases où même quand l'adversaire produisait rien, on arrivait presque, Varane, à se mettre en difficulté tout seul et à créer nous-mêmes des occasions à notre adversaire. Ce vendredi, ça n'a pas été le cas et sans l'exploit de Zeiler, ça aurait dû être 4-1 enfin, et même sans la main, on aurait pu théoriquement repartir, enfin blanchir Chafouz, mais on va pas faire la fine bouche. On a encaissé du but, mais on en a marqué 4. C'était quand même une belle soirée de football d'un point de vue xamaxien. Et puis, on voulait encore évoquer, parce que vous avez été deux à réagir à ce niveau-là, de deux manières différentes, évoquer la situation des gardiens et vous étiez donc deux à remettre un petit peu en question la titularisation d'Edin Omeragic et peut-être de faire confiance à Anthony Mossi. Alors, on s'est un petit peu consulté avant l'enregistrement de l'épisode, Varane, mais là, on va apporter notre soutien à Edin Omeragic. Je pense que selon nous, il n'y a pas de raison de remettre en question le poste de gardien titulaire actuellement, Varane. Non, non, non. Parce que ce qui est aussi important, c'est qu'il faut revenir au choix que le club a fait cet été. Parce qu'on avait quand même un gardien, Guy Varche, qui n'était pas toujours constant, mais qui était quand même un gardien avec une certaine expérience, qui avait quand même joué bon, en Ligue 2, qui avait joué deux, trois saisons chez nous. Et là, le club a décidé de miser sur un gardien à fort potentiel. Donc, c'est au fait un pari et c'est un choix quand même assez fort. Oui, Les premiers matchs, ne sont pas, concluants. Il y a pas mal de petites, boulettes, mais ça fait partie du processus et puis
ce qu'on peut constater, c'est que Omer Agic est un gardien avec un potentiel très fort, puisque sur la ligne, il est capable de réflexes assez époustouflants. Au pied, quand il est concentré, il est très bon. Dans les sorties, il est quand même grand, il prend beaucoup de place. Maintenant, c'est un gardien qui est jeune, qui est parfois un peu friable et qui a certains blackouts. Et c'est un garçon qui devra travailler, je pense, beaucoup l'aspect mental. Parce que malheureusement, quand on est gardien, en fait, on peut pas se trouer parce que quand on se trouve, c'est le but immédiat, quoi. Je veux dire, un attaquant, il peut avoir un blackout, il rate un but, mais peut-être que 5 minutes après, il pourra avoir une autre occasion et puis marquer un but. Un défenseur, il peut se trouer parce que tout d'un coup, son coéquipier peut couper. Le problème, c'est que quand on est au goal, on peut pas. Gardien, c'est un poste qui est particulier. Vous êtes un soliste, mais dans un jeu collectif. Mhm. C'est un poste qui est très spécifique. D'ailleurs, il y a des entraînements spécifiques, il y a des entraînements de gardiens, ce qui fait que c'est un poste bien, bien, bien précis. C'est un poste qui est complexe et je pense que, il faut qu'il travaille énormément sur son mental parce que je pense que les qualités techniques, il les a et on était d'accord pour dire que potentiellement, c'est un gardien qui pourrait être titulaire en Super League. Mais pour passer ce step, il faut, je pense, qu'il travaille vraiment d'un point de vue mental parce que des fois, il a des blackouts. Parce que voilà, typiquement, le but qu'il prend vendredi, c'est une faute de main qui est quand même assez grossière, quoi. Mhm. Ouais, tellement. Alors, on ne sait pas trop comment les choses se sont faites cet été, hein. Est-ce que on a dit à Théo Guivarch qu'on allait chercher quelqu'un pour le mettre en concurrence et lui s'est dit, ben, moi je veux pas de concurrence, je veux être indiscutable et du coup je pars. Ou alors est-ce que c'est Théo Guivarch, hein, qui a manifesté son intérêt au club de partir? Au final, peu importe l'ordre dans lequel les choses se sont faites, ça avait été un peu déballé dans les médias, les réseaux sociaux que Omer Agic avait signé en tant que titulaire, mais on sentait bien que on n'avait pas engagé un gardien de sa trempe pour en faire un numéro 2 clair, que si Guivarch restait, il y aurait une vraie concurrence entre les deux, mais on a une autre réponse finalement assez rapidement qu'il allait être titulaire puisque Guivarch est parti et que derrière on a engagé Anthony Mossi qui est un bon gardien, un gardien d'expérience, mais qui est plutôt aussi sur la fin de sa carrière. Et puis Anthony Mossi, ça faisait déjà quelques saisons qu'il acceptait hein, d'être dans un rôle de numéro 2. Il était le numéro 2 de Tim Spicher à Baden l'année dernière, même s'il a aussi il a aussi eu quelques minutes de jeu par-ci par-là. Et puis avant, je sais plus où il était, mais il était déjà un peu dans ce rôle-là. Donc il était aussi le numéro 2 chez nous quand il supplée Laurent Walter. Donc ça faisait déjà quelques saisons qu'il accepte ce rôle-là. Anthony Mossi, je pense que ce serait le premier à dire, mais non, Meragic, c'est le titulaire. Donc voilà, et puis on va aussi rappeler que dans la grande phase de blackout avec une seule victoire en quoi 8-9 matchs, on n'a pas grand-chose, si ce n'est rien à lui reprocher. Il a plutôt sauvé des défaites plus lourdes que provoquer des buts, fait des erreurs qui provoquaient des buts qui entraînaient les défaites. Et nous-mêmes, on l'a dit souvent hein, quand on commentait les buts que Omer Agic était un peu laissé abandonner par sa défense. Donc voilà, et puis je pense qu'au final, même pour lui, même si il doit être le premier pas content de son erreur de main qui a provoqué ce but, mais le fait que l'équipe derrière ait travaillé pour pouvoir quand même repartir avec les 3 points malgré cette erreur, ça va lui faire du bien. Et puis ça progresse aussi, ça montre que l'équipe, enfin ses coéquipiers sont solidaires avec lui. Moi j'ai vu personne l'accabler hein, sur le but, ils sont tout de suite allés lui taper dans l'épaule comme quand un gardien fait une erreur qui provoque un but ou un défenseur fait une erreur qui provoque un but. Donc ouais, pour moi c'est pas vraiment le moment de remettre ça en question. Et puis il faut qu'il puisse continuer à s'exprimer voilà en Challenge League et puis plus tard en Super League, on l'espère dans les buts de Neuchâtel Xamax. Pourquoi pas avoir à main que il nous amène lui avec d'autres joueurs en Super League et qu'on le garde comme notre gardien titulaire pour la Super League. En tout cas, il a le potentiel totalement. Nous, on croit beaucoup en lui. Et en plus, il est très sympathique et digne donc à l'interview. Donc voilà, c'est un poste on peut être. Des fois, c'est aussi la frustration qu'on peut avoir en tant que supporter quand on prend des buts un peu bêtes, comme on dit.
Mais tu le disais avant, c'est un poste particulier et puis ils ont aussi le droit à l'erreur. Même si les erreurs ont des conséquences plus grandes dans ce poste-là, ils ont le droit de faire des erreurs. Varane. On ne doit pas les blâmer à chaque fois qu'ils prennent un but un peu gag. Non, et puis effectivement, ce que je veux dire, c'est qu'on oublie qu'il est jeune, c'est sa première vraie saison dans un club entre guillemets ambitieux, hein. Ouais, alors il Alors joue avant, à il jouait à Servette, Lyon. hein, mais Oui, ouais, enfin, mais enfin, il a joué quelques matchs, donc voilà, mais c'est la première fois qu'il est vraiment titulaire, où on lui donne les clés bah, de la maison, quoi. Donc voilà, la pression, elle est là. Et puis bah, c'est comme je donnais l'exemple avec Chesney, le gardien de Barcelone, anciennement de la Juve, quand il jouait avec Arsenal. euh, il avait ce potentiel-là. Wenger l'avait remarqué, mais il avait ses petits blackouts. Et puis donc, il a fait un flop avec Arsenal. Il est parti en Italie à Rome, et là, il a fait un travail spécifique d'un point de vue mental, avec de la visualisation, avec de la méditation, et c'est devenu en l'espace de quelques saisons le meilleur gardien de Serie A, à tel point que quand la Juve voyait que Buffon arrivait sur la fin, ils ont demandé à Buffon, mais qui est-ce que tu verrais au fait à ta place? Et lui-même a dit Chesney. Donc au fait, ouais, c'est un travail mental, et je pense que Medine à son échelle peut faire ce travail-là aussi. C'est un travail-là qui peut faire, à mon avis, puis qui doit faire, et je suis convaincu que s'il arrive à trouver ce déclic-là et trouver cette constance, je pense qu'on a une Ferrari, hein. ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis, si je me trompe pas, Edin Omeragic, il avait connu des débuts en Super League chaotiques, hein, avec Servette. Il avait pris, ouais, Servette avait pris 6-0 contre IB, je me souviens maintenant. Et puis, il était rentré parce que Frick s'était fait expulser. Et puis, il avait pris 6 buts. Alors, c'était le rouleau compresseur IB, hein, aussi à l'époque. Mais enfin voilà, du coup, c'est des débuts qui étaient compliqués. Je me souvenais, je l'avais vu en direct ce match, et puis je me souviens que les supporters servétiens, ils n'avaient pas été tendres avec Omer Agic, hein, après ce match. Donc je pense que ça, c'est des choses qui peuvent marquer, mais voilà, il faut pas rester sur des erreurs comme ça. Il faut aller de l'avant, et puis il faut aussi considérer dans l'ensemble. Et puis on aimerait rappeler un peu aux supporters, voilà. De mettre des fois dans la balance un petit peu les choses parce que, ok, un but bête pris, mais il en a évité au moins 5 ou 6 sur des frappes qui auraient mérité un but. Bah, déjà, rien que sur ce match, la tête de Rossi, quoi, hein, ça peut facilement Mhm. faire but. Donc, euh, donc voilà. Du coup, par rapport à ça, je sais pas si tu avais encore des choses à dire par rapport au match de vendredi, Varane. Non, écoute, je crois qu'on a été complet. Non, non, je pense que c'est bon. Ok, alors on va passer à la rubrique suivante. On vous l'a dit en introduction, petit programme aujourd'hui. La rubrique suivante, qui sera la dernière, ce sera juste le briefing du prochain match. Alors, Varham, on a dû un peu se frotter les yeux hein, quand on a regardé le calendrier et qu'on a vu que ce match la semaine prochaine se disputait pas le vendredi soir comme d'habitude, mais le dimanche après-midi. Du coup, c'est l'AC Bellinzone qui se déplacera nous rendre visite à la Maladière. Alors avant qu'on aborde un petit peu les stats pardon, Varham, est-ce que ce changement de tenue du match le dimanche après-midi changera quelque chose pour toi? Est-ce que tu pourras te déplacer au stade? Alors malheureusement, je ne pourrais même pas regarder le match à la télé, puisque je fête les 1 an de mon fils, donc Ah, j'aurai du monde à la maison, alors donc bon je ne pourrais pas anniversaire voir à le ton match, petit déjà. malheureusement. Merci, merci.
Et puis, ok, bah voilà, on débriefera pour toi ce match. Alors, l'AC Bellinzone, ben, ils sont actuellement huitième au classement avec 22 points. À domicile, à l'extérieur, pardon, c'est la septième équipe du championnat. Ils ont récolté 12 points, 3 victoires, 3 nuls, et puis 5 défaites hein, quand même déjà pour les Tessinois. Ils ont marqué 26 buts, ça en fait la neuvième attaque, mais en fait dernière attaque à égalité avec Schaffhouse. 33 buts pris, ça fait la septième défense. Au niveau de la trend, ben, ils sont pas non plus sur une bonne trend. Hein, les Tessinois, là, ils ont stoppé l'hémorragie ce week-end. Ils ont fait match nul contre Carouge 0-0 à domicile, mais sinon, ils restaient sur trois défaites et une victoire lors des cinq derniers matchs. Au niveau des stats, Rilin Nivokadi est en tête avec 8 buts déjà et une passe décisive. Nassim El Ghoul, 4 buts, 4 passes décisives. Johan Nkama, 2 buts, 6 passes décisives. Et Thomas Chacon, 4 buts, c'est les 4 meilleurs compteurs de la CB Zone. Blessé probablement pour le prochain match de sûr, Diarra et Sorensen. Et puis, il y a une petite inconnue. Alors, il y a deux joueurs qui ont pris respectivement leur huitième et quatrième carton jaune qui théoriquement seront suspendus, mais Bellinzone joue en coupe la semaine prochaine. Est-ce que tu sais, Varam, du coup, s'ils vont purger leur suspension en coupe ou pour le prochain match de championnat, à ton avis? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors je sais qu'il y a des pays, qui séparent la coupe et le championnat, alors que dans certains pays, effectivement, tu peux si tu es suspendu en championnat puis qu'il y a la coupe, entre 2, c'est la coupe qui fait foi. Donc c'est une très bonne question et du coup, je ne saurais pas te répondre parce qu'il me semble que d'un pays à l'autre, ça peut changer. Ouais, alors c'est ça, c'est Chacon et Sangaré, les deux joueurs en question, qui ont pris leur huitième et quatrième avertissement. Donc, on va surveiller un petit peu la feuille de match du match de coupe qui les opposera au Lausanne Sport, je crois, si je me trompe pas, pour Bellinzone. Est-ce que ces deux joueurs seront suspendus ou pas? Et donc voilà, ça serait un peu la surprise. On aimerait bien qu'ils soient plutôt suspendus la semaine prochaine pour le match contre nous, parce que c'est quand même deux joueurs importants, hein, Chacon et Sangaré, dans leur dispositif. Mais ma foi, si ils purgeront leur match pour la coupe, eh bien voilà, tant pis. Mais je pense que eux, à choisir, ils préféreront les faire jouer en coupe et pas chez nous à la Maladière. Et ils donnent à mon avis beaucoup plus d'importance à ce c'est les quarts de finale, hein, ouais, qui se jouent la semaine prochaine pour la Coupe de Suisse. Ouais, je crois bien, ouais. Ouais, c'est Mmh. ça, c'est les quarts de finale. Donc, je pense voilà, ils miseraient beaucoup plus sur compter sur eux en coupe que ce déplacement à la Maladière. Au niveau de Xamax, donc, Demassai a gonflé un petit peu ses stats. Il en est désormais à 8 buts et 6 passes décisives. Touati a aussi garni un petit peu sa feuille de stats avec sa cinquième passe décisive, donc 3 buts. Onyekashi, 4 buts, 2 passes décisives. Et du coup, Euclides Cabral fait son apparition dans le top 4 au niveau statistique. Il a le même nombre de points, entre guillemets, que Koro Koné, mais il a marqué plus de buts, 4 buts et une passe décisive. Au niveau des absences, sera absent à coup sûr, sauf Pépin la semaine prochaine, hein, Michael Gonçalves. Pour Koro Koné, c'est assez peu probable de le voir, puisque il a toujours pas repris l'entraînement, il est toujours annoncé. Il n'est pas annoncé incertain, il est vraiment annoncé blessé. Donc, à mon avis, il ne jouera pas. Il sera même pas sur la feuille de match. Et puis, Ismaël Sidibé va gentiment reprendre l'entraînement. De même que Johan Epito. Donc, bon, on aurait pu s'attendre à voir Epito quand même sur la feuille de match ce vendredi. C'était une petite surprise. Il avait été annoncé pas grièvement blessé du tout. Donc voilà. Donc, sauf Pépin, ces deux joueurs devraient être à disposition. Est-ce qu'ils seront sur la feuille de match? Surtout pour Sidibé, hein, que je dis ça parce on doit quand même commencer à compter quels joueurs étrangers on inscrit sur la feuille de match. Et puis, on n'aura aucun joueur suspendu la semaine prochaine. On avait Ben Seguir qui était menacé de suspension, mais il n'a pas pris d'avertissement. Donc, on peut dire que Anthony Breza pourra compter sur un effectif relativement large s'il n'y a pas de pépin dans la semaine entre les deux matchs. Alors, Varam, pour ce match, une seule mission, refaire de la Maladière une forteresse imprenable. Voilà, on s'est mis en confiance avec ce résultat positif à Schaffhouse. Maintenant, on doit confirmer, faire les 3 points
j'ai envie de dire, faire les 3 points de belle manière contre Bellinzone la semaine prochaine. Oui, bah, je crois que tu as très bien résumé la chose. On a besoin de trouver une certaine continuité de résultats, mais aussi dans le jeu, parce que les points vont passer par du jeu. On peut pas spéculer de uniquement gagner. Il faut qu'on propose quelque chose. Et puis voilà, moi comme je l'avais dit il y a quelques semaines, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout le fond de jeu, parce que là on a vraiment besoin de construire une identité d'équipe. On a vraiment besoin de construire quelque chose aussi pour la saison d'après, pour la prochaine, parce que Mhm, c'est vraiment d'important que maintenant, là, tout de suite, on construise quelque chose, parce que ces dernières saisons, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de va-et-vient, on change les joueurs, on change d'entraîneur, et là maintenant, ce qui est important, c'est que le coach puisse amener sa patte, qu'il puisse y avoir plus ou moins un 11 qui puisse se décanter, qu'on puisse aussi avoir une formation tactique stable, parce qu'on a un peu changé, voilà, mais vraiment trouver la bonne formule, trouver ce qui fonctionne, et puis vraiment créer une identité de jeu, parce que je pense que les joueurs, on les a, je pense que l'équipe, elle est belle. Cet hiver, on a eu des apports intéressants. Fakinetti, on n'a pas beaucoup parlé, mhm. mais je pense qu'il amène aussi beaucoup d'expérience, il amène de la justesse technique. Malgré le fait qu'il aille quand même 33, 34 ans, qui s'est fait les croisés, je trouve qu'il amène une belle activité aussi sur son côté. C'est pas juste C'est vrai. un latéral bloqué qui défend, mais il amène beaucoup de choses. Il amène beaucoup d'expérience aussi. On a Gunnarsson qui amène ça. On a Moulay qui amène aussi cette grinta. Enfin voilà, on a aussi Maraz qui va pouvoir amener aussi quelque chose. Donc voilà, je pense qu'on a tout pour bien faire. Mais maintenant, il faut vraiment on, on construise vraiment dans la continuité quelque chose de vraiment solide, qu'on puisse mettre des bases stables, et qu'on puisse enfin pouvoir démarrer au fait ce qu'on peut appeler au fait un projet Mhm. sportif. Tout à fait. Un projet sportif cohérent et qui, voilà, qui, on va quand même mentionner l'article d'Emmanuel Saraceno, hein, avec la complicité de Raphaël Poli, de l'Office faire la statistique, je crois, qui ont amené un peu les chiffres du nombre de transferts effectués et puis que finalement la continuité en Challenge League, les équipes qui construisaient de belles choses, eh ben, c'était les équipes qui faisaient le moins de transferts, hein. Donc une des raisons on va dire des performances sportives un peu décevantes, elle passe par une instabilité au niveau de l'effectif. Et quand l'équipe doit se reconstruire et reconstruire du jeu chaque saison, eh ben c'est pas bon. Donc cette deuxième partie de saison, si on peut pratiquement tirer un trait sur les 2 premières places, hein, Toon et Haro semblent se détacher irrésistiblement en tête du classement. Elle doit servir à amener de la continuité pour construire l'équipe de l'année prochaine qui devra, si les résultats sont bons, se montrer beaucoup plus ambitieuse si elle peut travailler dans la continuité. J'ai envie de dire que ça doit donner aussi envie aux joueurs qui sont arrivés, qui ont peut-être signé un contrat que d'une année, de prolonger, de rester avec cette équipe pour atteindre l'objectif de remonter en Super League. Donc voilà, et la première étape, on va dire, enfin une des étapes, mais de ce projet, bah, c'est Bellinzone la semaine prochaine, et puis voilà, ouais, de refaire de la maladie une forteresse, parce que Vaduz n'y est certes pas imposé, mais sinon nos 5 derniers adversaires hein, étaient venus enfin au mieux s'imposer, mais au pire nous avaient marché dessus, nous avaient roulé dessus, hein. Je me souviens d'un Carouge, d'un Ville qui s'était vraiment promené contre nous à la Maladière. Et puis une équipe qui se veut ambitieuse doit commencer par marquer son territoire à la maison. Surtout contre un Bellinzone qui a fait un bon début de saison, hein, Bellinzone. Alors bon, ils ont eu leur boulette administrative qui les a un peu plombés. Ils en ont fait même deux, je crois. Ils ont été techniquement, ils seraient devant nous hein, sur les résultats purement sur le papier, Varane, puisqu'ils ont été pénalisés de 6 points. Donc non, il serait pas juste devant nous, mais il serait proche de nous, plus Ils proche sont de pas nous que loin, ça ouais, ouais. au classement. Il serait juste Mm. 1 point derrière, alors que là, il y a qu'une place qui sépare les deux équipes, mais quand même 7 points.
Et puis, mais après un début de saison prometteur, hein, quand ils étaient venus faire 2-2 à la Maladière, on pouvait s'estimer heureux de repartir, nous, avec un point. Ça avait été la meilleure équipe pratiquement tout le match. Mais on va dire, après un premier tour, un peu comme nous, finalement, après un premier tour prometteur, ils sont un peu rentrés dans le rang. Et puis, ils ont, depuis quelques matchs, plutôt un profil d'une équipe qui va jouer contre la relégation plutôt que le haut du tableau. Et puis, numériquement, voilà, on est actuellement à plus 7 sur Bellinzone et Stade Lyonnais. 20 points, on est à plus 12, plus 9 de Chafouz. Il faudrait essayer de prendre aussi une marge conséquente pour déjà rapidement éliminer cette question du maintien et puis aller retaquiner les équipes devant nous, Ville, Vaduz, voire Carouge qui semble un petit peu marquer le pas aussi. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais que l'équipe commence aussi à regarder vers le haut du classement plutôt que le bas du classement. Donc voilà, tactiquement, je m'attends plutôt à un Bellinzone qui va pas trop prendre de risques. Je les imagine pas venir mettre le pied sur le ballon et puis faire tourner comme ils avaient pu le faire à l'aller. Ils sont un peu en manque de confiance, donc ils vont avant tout chercher à bien défendre. Ils avaient pris passablement de buts. Là, ils ont gardé la cage à zéro. Donc voilà, à nous de poser notre jeu, de les agresser et puis voilà, de les maintenir sous l'eau, j'ai envie de dire, et puis de passer à plus 10 après ce match par rapport à eux. On a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, ça sera le dimanche après-midi. On va moins se les geler que lors du dernier match contre Vaduz. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir une belle après-midi de football, à la Maladière, Varane. Je sais pas si tu as encore des petites choses à rajouter sur ce briefing. Oui, alors c'est vrai que Bellinzone, c'est une équipe un peu spéciale. On sait jamais trop à quoi s'attendre avec eux. C'est vrai que c'est une équipe assez décevante parce que quand on regarde quand même sur le papier les noms qu'ils ont, c'est pas une équipe dégueulasse, hein. Je dirais même qu'ils ont des noms intéressants. Après, bah, on sait que la gestion du club là-bas, elle est souvent assez folklorique, hein, pour ne pas dire autre chose, et que c'est ça souvent qui plombe un peu ce club. Mais moi, de souvenir, c'est toujours une équipe difficile à jouer parce que c'est une équipe qui est très agressive, qui va beaucoup provoquer, qui va beaucoup jouer sur les nerfs. Donc voilà, c'est des matchs qui sont costauds. Physiquement, il faut être là et mentalement, il faut pas rentrer dans des provocations parce que c'est aussi c'est cette mentalité un peu italienne, américaine du Sud, hein. C'est un foot que j'aime bien, hein, mais étant moi-même oui, italien, mais on va dire que je connais les ficelles de ce foot-là, et que voilà, c'est souvent des équipes qui tactiquement jouent assez fermé, imposent certains duels, il y a du trash talk, il y a des petites fautes, ça casse le rythme. Donc, il va falloir être costaud, il va falloir être solide, il va falloir être cohérent du début jusqu'à la fin, mais on a les cartes en main, parce que je pense qu'on est quand même la meilleure équipe sur le terrain. Donc, on a les cartes en main. À nous d'être constants, et puis à nous de vouloir en fait d'imposer notre jeu et puis notre foot chez nous, parce que ça passe par là. Et que, comme tu l'as bien dit, c'est un classement qui est quand même assez serré. Et je pense qu'il suffit qu'on gagne deux trois matchs de suite et on remonte assez haut. D'autant plus qu'effectivement, bon, ben, je pense que on a deux équipes que sont Thun et puis Arao, bah, qui vont se jouer la montée. Mais derrière, ça reste ouvert avec Ville voilà, qui est là, Vaduz qui est là aussi, assez stable. Mais par contre, Carouge, on voit qui ralentissent. Et puis, si on arrivait quand même à finir dans les quatre premiers à la fin de la saison, je pense que ça serait Mhm. positif malgré tout. Et si on veut justement préparer la future saison, ça passe aussi, tu l'as très bien dit, parce que là, je pense qu'il faudrait garder vraiment les bons joueurs, parce que notre effectif, il faut pas le révolutionner, je pense, cet été, mais juste lui apporter deux, trois petites retouches, je dirais, pertinentes et surtout fonctionnelles, des joueurs sur lesquels on a vraiment besoin, certains profils.
je pense. Et je pense que si on fait ça, l'année prochaine, on pourra jouer la montée, mais ça passe par le présent maintenant. Et c'est ce qu'il faut faire, quoi. Mhm. Alors là, on compte aussi un peu sur le travail en coulisses de Christophe Moulin, hein, c'est aussi son travail à lui, quelque part, en collaboration avec Anthony Breza, de déjà préparer un petit peu la saison suivante et puis se dire, voilà, sur quel type de profil de joueur on aurait besoin. Ah bah ouais, on aurait besoin de ça. Ah bah il y a lui, et il est libre, machin. Ou alors, alors on sait que le club actuellement n'investit pas beaucoup de moyens pour le visionnage à l'étranger, hein. On signe quand même énormément de joueurs en provenance, soit des joueurs suisses, soit des joueurs en provenance du championnat suisse. On prend assez peu de risques avec des joueurs venant de l'étranger qui connaissent pas le championnat. Voilà, on sent qu'il y a encore un potentiel d'amélioration aussi en coulisses à ce niveau-là sur la pertinence des recrutements, hein. Même si le recrutement en Suisse, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est pas facile, mais on voit qu'on arrive quand même toujours à attirer des noms. Et voilà, après, voilà. Au lieu d'attirer des noms, il faut aussi attirer des noms qui sont pertinents par rapport à ce que le coach veut faire sur le terrain. Donc la saison suivante, je suis d'accord avec toi, elle commence déjà là, sur la deuxième partie de cette saison. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce match contre Bellinzone. On va passer gentiment à la conclusion de l'épisode. Elle sera très courte. Deux choses à vous dire pour la conclusion de cet épisode. La première, nous avons pris la décision quand Xamax jouera le dimanche après-midi, que ce soit à la Maladière ou à l'extérieur, que ce soit à 14h15 ou non, la Challenge League joue que à 14h15, on joue pas plus tard. Eh bien, les épisodes seront enregistrés et diffusés le lundi soir parce que deux choses. La première chose, c'est que moi, souvent, après le match, en prenant les interviews, en faisant les montages, puis en rentrant chez moi, eh bien, j'arrive souvent à la maison facilement 3 heures après ouais, deux bonnes heures et demie, voire 3 heures après le coup de sifflet final. Et puis, voilà, assister au match, les interviews, tout ça, il y a aussi pas mal de fatigue. Et puis, ça, c'est la première raison qui est plus liée à moi. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on apprécie aussi avoir au minimum 24 heures pour passer une nuit sur le match, revoir les séquences, réanalyser les choses. On pense que si on fait ça tout de suite, on est moins pertinent dans le débriefing. Alors certes, Varam, c'est aussi un exercice en soi, hein, de devoir débriefer un match rapidement, comme de le faire en direct quand on fait des choses à la radio comme Osvaldo ou moi, c'est un exercice à part entière. Mais on pense qu'on est quand même plus pertinent quand on passe au moins une nuit sur un match. Et puis, ça vous permet aussi à vous, chers auditeurs, de pouvoir réagir pendant 24 heures après le match pour nous aider un peu à construire le débriefing. Donc, ne vous connectez pas dimanche soir la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode, ça sera pour le lundi soir et on s'excuse déjà auprès de nos auditeurs qui aiment bien nous écouter directement le dimanche soir ou le lundi matin en allant travailler. Il faudra vous remettre un autre épisode dans les oreilles en attendant l'épisode 24. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'était que, eh bien, voilà, on a marqué un petit peu une pause avec les invités en ce début d'année 2025, après les deux épisodes avec Michel Descastel et Freddy Mveng. Alors, comme je vous l'ai dit, on avait besoin de souffler un peu. Et puis, on aimerait aussi avoir un rythme d'invités un peu moins soutenu que ce qu'on avait eu le printemps dernier, où vraiment on vous avait habitué à une vraie orgie. On avait des invités tous les week-ends ou presque pendant 4 mois. Donc voilà, on se rend compte que le projet Examcast, c'est aussi un projet qu'on veut viable dans le temps. Donc, on a aussi envie d'espacer un peu les invités parce que dans une année, 2 ans, on a quand même envie encore d'avoir des gens en lien avec le club. On n'a pas envie de tout griller, entre guillemets, pendant 2 saisons complètes parce qu'après, on arrivera aussi sur des invités un peu plus compliqués à contacter et à faire venir à l'antenne. Donc, on aimerait un peu espacer ça. Et puis, on vous rappelle aussi que voilà, on est
tous totalement bénévoles dans le projet Xamcast. On fait ça en plus de notre vie professionnelle, de notre vie privée, qui est pour tous bien remplie. Donc parfois, on a aussi le droit d'avoir des semaines où on se charge un petit peu moins et puis on se contente, comme ce soir, de faire un petit débriefing de match chill, un petit briefing de match chill et puis voilà, ça nous donne de toute façon toujours de quoi parler chaque semaine pendant que le championnat a lieu. Mais, euh, mais voilà, on a aussi besoin un peu des fois de souffler et puis de se poser. Et puis voilà, moi parfois, personnellement, je m'étais des fois aussi mis un peu beaucoup de pression pour vous proposer un programme chargé et alléchant. Et puis je me rends compte que ben voilà, si on veut que le projet dure de la continuité, il faut pas qu'on s'épuise non plus personnellement. Ça peut être des fois démotivant quand on a l'impression d'être surchargé ou de plus pouvoir avoir des moments en famille ou des moments de loisirs. Donc voilà, Xamcast, c'est un projet important pour nous, mais c'est pas non plus la seule chose qui articule nos vies. Donc voilà, c'est aussi la raison pour laquelle voilà, on a freiné un petit peu au niveau des invités. Mais là, j'ai repris quelques contacts et on va quand même, on espère quand même vous reproposer par-ci par-là des invités en lien avec des personnalités en lien avec le club à un moment ou l'autre. Baham, merci beaucoup pour cet épisode. Des fois, c'est sympa aussi d'être juste en duo comme ça donne un peu une autre dynamique. Et puis, ben, merci à toi, bonne semaine à toi, et puis encore bon anniversaire à ton petit. Son prénom m'échappe par contre. Jelani. Jelani. Voilà, alors un joyeux Jel- anniversaire à Jelani. Hein, tu dis? Jelani, ouais. Jelani, voilà. Alors, joyeux anniversaire à Jelani qui fête ses 1 an la semaine prochaine. Et puis, merci à vous, chers auditeurs. Et puis, on se retrouve donc le lundi prochain. Donc, ce sera pas le 2 mars que paraîtra l'épisode, mais le 3 mars. Merci à vous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine, bye bye.